Eh bien, bienvenue à tout le monde, à toutes et tous, dans cette rencontre thématique de l'adaptation radicale francophone. Donc, je dis quelques mots sur l'adaptation radicale pour comprendre le cadre général dans lequel on se trouve. Donc, on est un mouvement qui est né de quelque chose qu'on appelle le Deep Adaptation Paper, qui a été écrit par un enseignant en leadership du développement durable qui s'appelle Jem Bendel, et dans lequel, grosso modo, il écrivait que vu le niveau de disruption, d'effondrement sociétal qu'il voyait dans les années qui arrivaient, la notion même de développement durable, c'était une notion qui avait vocation à s'éteindre, que ça n'avait pas de sens de continuer à faire son boulot, et qu'il appelait à la mise en place d'un nouveau cadre qu'il appelait Deep Adaptation, donc ce qu'on a traduit en français par adaptation radicale, et qui était un nouveau cadre conceptuel pour lequel travailler et pour lequel maintenir du lien social, maintenir de la cohésion sociale dans une société qui serait traversée par des bouleversements d'importance. Donc, c'est ce cadre-là qui a commencé à être écrit avec une communauté de gens qui se réunissent, beaucoup liés au milieu du développement durable, de la solidarité internationale, qui ont commencé à réfléchir à ce qui était possible de faire dans ce cadre d'adaptation radicale. Donc, c'est un cadre où on a un contrat relationnel autour de 3 valeurs, donc compassion, c'est-à-dire qu'on donne l'importance à ne pas se laisser envahir par des émotions négatives et prendre sur soi et faire face aux différentes situations qui se présentent avec cette qualité de compassion, avec une qualité de curiosité aussi, sachant que ce n'est pas un cadre qui apporte jusque-là beaucoup de réponses, donc c'est plutôt un cadre de recherche, d'exploration. Donc on cherche à dialoguer et on cherche à comprendre les vécus, les stratégies, les positions, les propositions des uns et des autres. Et c'est un cadre de respect. Donc, pour que tout ça puisse fonctionner, on essaie de faire vivre cette valeur de respect des différentes situations des uns et des autres. Et le cadre d'adaptation radicale, c'est assez simple en fait. Il y a 4 questions. Donc la question, qu'est-ce que nous valorisons le plus, que nous voulons garder et comment par rapport à la situation planétaire. Donc on traduit rapidement sous terme de résilience, mais ce qui est important, ce n'est pas la résilience dans une définition, c'est la question elle-même, c'est savoir comment chacun et chacune répond à cette question. Il y a la question du renoncement, que pourrions-nous lâcher pour ne pas empirer les choses? La question de la restauration, de la régénération, que pourrions-nous ramener pour nous aider à traverser cette période difficile? Et la question de la réconciliation, avec quoi, avec qui allons-nous faire la paix en nous éveillant à notre mortalité mutuelle? Donc, on essaie de prendre ce recul sur soi pour recréer des relations, des réconciliations avec des choses, des pratiques, avec des individus. Donc, ce n'est pas du tout un cadre où on discute de d'une définition de l'effondrement, ou si l'effondrement est possible, il est certain, ou c'est une donnée pertinente. C'est pas vraiment un cadre où on discute de ça. On a des gens qui ont des opinions assez définitives sur ces questions, mais le cadre n'est pas un cadre pour ça. Nous, on travaille sur tout le lien des gens, les manières de coder, les manières de faire. Donc, c'est surtout ça qui est en avant. On a fait depuis septembre pas mal de rencontres thématiques, donc comme ce soir, on a une rencontre thématique entre nous, on les enregistre, on les diffuse, et on essaie aussi de communiquer au mieux avec les réseaux existants. Voilà, donc je vois qu'il était marqué que mon son était très mauvais, j'en suis fort désolé. Je vais donc, pour le moment, faire un tout petit réglage, donc je vous redonne la parole, j'arrête de mon côté. Alors, merci beaucoup, Julien. Une présentation, donc bon, effectivement, c'était pas super top au niveau du son.
Nous avons le Mattermost qui retrace, et puis vous n'hésitez pas à venir poser des questions dans le groupe Facebook. Il y a aussi pas mal de données. Vous êtes les bienvenus. Que pouvons-nous dire de plus? Oui, nous organisons des rencontres thématiques assez régulièrement. Donc, voilà, les thèmes sont discutés entre nous. Il n'y a rien de figé. On est tous et toutes force de proposition. Il y a également des web papotages qui permettent de nous rencontrer, de discuter, de papoter sur ce qu'on ressent, ce que l'on vit, les interrogations qui nous traversent. Et donc ça, c'est tous les un jeudi sur deux, pardon, à 20h30. Et c'est animé en général par des personnes qui ont vraiment le souci de la bienveillance et de la qualité de l'écoute, qui sont des valeurs qui nous tiennent à cœur. Vous avez également la possibilité de regarder le livre de Jem Bendel pour en prendre connaissance. On partage beaucoup de la plupart de ces interrogations, même si nous sommes complètement indépendants. Nous n'avons pas d'allégeance particulière. C'est vraiment horizontal comme façon de procéder. Nous sommes très organiques dans nos fonctionnements. C'est pour ça que vous êtes les bienvenus pour intégrer à tout moment, quelque canal que ce soit. Pour ceux qui sont déjà allés dans le Mattermost, il y a vraiment de quoi faire pour discuter sur la résilience, discuter également sur le patriarcat, sur le féminisme, sur tout ce qu'on veut pour ce qui sera notre futur et ce qu'on en fera. Du coup, où en est-on? Est-ce que tu as pu régler ton micro, Julien, ou ton... Ouais, je suis pas sûr parce que ça va dépendre de ma connexion, Oui. pas Alors de mon ça, micro, je pense. oui, pardon, oui, effectivement. Donc, bah écoute, on fera au mieux, hein. De toute façon, on apprend aussi à renoncer à faire les choses parfaitement. Oui, tout à fait. Donc, les petits accidents et les aléas font partie de tout. Et on va faire à partir de 20h donc la rencontre. Tout à fait. La Donc du rencontre coup, avec Emmanuel Bonnet, Alexandre Monin et Diego Landivar. alors Donc, peut-être Oui, on peut juste rappeler, si tu es d'accord, qu'ils sortent un livre, c'est ça, et tous les oui, oui. trois, donc qui Oui, c'est un s'appelle livre qui s'appelle Héritage et fermeture, oui, donc une écologie du démantèlement, d'accord. et donc qui va sortir, je crois, le 28, mais ouais, je crois le 28 ou le 29. D'accord. Donc, J'avais noté que c'était aux éditions Divergence. Est-ce que c'est c'est aux bien ça? éditions, c'est ça, c'est aux éditions Divergence, en effet. D'accord. Donc Donc vous du êtes coup, ben voilà, donc je pense qu'il peut y avoir des convergences. Donc moi, je connais pas très bien, hein, j'ai pas lu l'ouvrage de Bendel. oui, Donc, mais j'ai commencé un petit peu à lire et j'ai lu, je crois, une sorte un article en fait qu'il avait rédigé. Alors, je sais pas s'il a été traduit en français ou s'il a, enfin, mais c'est donc il parlait en fait des 4 ou des 5 axes là qui ont été évoqués oui, oui, par Julien. Et donc, du coup, en effet, il y a des questions notamment voir si ça converge ou pas sur la notion de renoncement en particulier. tout à fait. Donc, ça peut être intéressant en effet d'en parler, quoi. ouais. Juste effectivement, quand le mot renoncement fait partie des choses qui ont motivé l'invitation ce soir, puisque là-dessus, il y avait un point où on pouvait vérifier ou pas vérifier qu'on parle de la même chose. On a prévu de vous laisser un large temps pour développer les différents concepts. Ok, Donc, on va pouvoir revenir point par point sur chaque élément de la démarche d'ici 5 minutes. parfait, très bien. N'hésitez pas, pour celles et ceux qui sont arrivés en cours de route, à nous dire d'où vous êtes. Voilà, on avait la chance d'avoir des représentants du Québec, des gens en Allemagne, d'anciens Belges, de personnes qui étaient belges et qui habitaient en France. On avait le Calvados. On a un ancien Linois qui est à présent à Amiens. On a vraiment une représentativité assez sympathique. Bertrand qui est en Bretagne. Moi, je suis dans la Loire. On a Catherine dans le Gard. Julien et Carmen à Lille. Éric de Seine-et-Marne. Je ne sais pas si j'ai fait le tour. Alors, qu'est-ce qu'avions-nous donc qui avait répondu?
Je ne sais plus. En tout cas, oui, Julien, merci, qui a mis le lien pour le livre, pour que vous puissiez vous le procurer. Et moi, je vais laisser la main à Julien Vessière qui va prendre l'animation. Je vous souhaite une très très bonne conférence. Merci. Bonsoir Diego. Alors, je ne sais pas si Diego Bonsoir. est arrivé. Si, si, T'es là, je Diego? suis là. Ok, ça marche. Okay. Donc, j'ai Diego, j'ai Emmanuel. Est-ce que Alexandre est aussi arrivé? Oui, il va arriver. Il finissait une autre présentation, mais il nous rejoint. On peut commencer, nous, et il nous rejoindra. Il n'y a pas de souci. Ok, très bien. Ben, je pense qu'on va pouvoir même commencer tout de suite. Je te laisse le temps de finir ton casse-croûte, Diego. Laisse-moi revenir au déroulé de la soirée. Donc, en fait, on est assez relax sur la manière dont on organise les soirées. Je pense que ce qu'on pourrait faire ce soir, c'est vraiment essayer de comprendre comment vous trois vous vous êtes rencontrés, comment est-ce que vous avez découvert ces thématiques. Voilà, puis après, essayer d'aller un peu plus profond dans chacun des sujets. Alors, attends, laisse-moi revenir. Tu as le déroulé sous les yeux, Julien? Ouais, je suis justement en train de scroller, d'essayer de le retrouver là. Peut-être que je peux me permettre de rappeler que toutes celles et ceux qui ont des questions qui leur viendraient à l'esprit, n'hésitez pas à les mettre dans le chat. Bertrand va ensuite les lister et puis on aura la chance de débattre avec nos invités en deuxième partie de soirée. Donc, moi, j'essaierai de vous répondre dans le chat. Et puis, pour celles et ceux qui ont des soucis techniques, voilà, j'essaierai d'être là pour vous. Je te redonne la main, Julien. Merci. Ouais, donc en fait, le déroulé de la soirée, je vais vous laisser parler de vos parcours personnels d'abord, parler d'Origins Media Lab. Qu'est-ce que c'est que la redirection écologique? Comment est-ce que ça se positionne par rapport à d'autres concepts comme le RSE, développement durable, etc. On peut parler des concepts clés d'exploration du commun négatif, fermeture, etc. Et surtout, après, je pense ce qui intéresse vraiment aussi les gens de l'adaptation radicale, c'est qu'est-ce que je peux faire moi, quelle action est-ce que je peux prendre à partir de ce point-là. Et ce qui nous amène au concept de protocole de renoncement. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Donc, je vais vous laisser la parole. Vous essayer de nous expliquer comment vous vous êtes rencontrés, quels sont vos parcours personnels et voilà, comment est-ce qu'on arrive à cette idée un peu folle d'écrire un livre ensemble à 6 mains. Voilà. Diego. Ouais. Peut-être que je peux commencer avec la présentation d'Origins et après tu peux enchaîner sur. Donc du coup, juste voilà pour me présenter et présenter par la même occasion Origins. Donc je suis Diego Landivard, je suis enseignant-chercheur dans une école de management à Clermont, une grande école de commerce. Et j'ai cofondé avec des collègues à moi Origins Media Lab il y a une dizaine d'années maintenant, qui est un laboratoire du tiers secteur de la recherche dont l'objectif principal est de faire des enquêtes sur cette transformation vers une nouvelle ère appelée par certains l'anthropocène, et dans quelle manière ça vient bousculer un peu les trajectoires collectives, organisationnelles, sociales, politiques, territoriales des collectifs qui sont confrontés à des situations écologiques critiques. Et donc, ce laboratoire, au départ, on l'avait pensé en dehors des circuits institutionnels classiques de la recherche, parce qu'on considérait que dans les circuits traditionnels, on ne pouvait pas forcément avoir toute la latitude et toute la largesse pour pouvoir expérimenter des protocoles d'enquête, des questions aussi très souvent un peu trop complexes par rapport à ce qui est demandé, on va dire, dans le front de sciences des travaux de recherche classiques. Et aussi pour un petit peu venir questionner les différents livrables de la
recherche. Donc, on avait envie d'avoir un espace comme ça qui permette de bousculer un peu les traditions de la recherche en sciences humaines et sociales. Et j'ai rencontré avec les membres cofondateurs d'Origins Media Lab, Alexandre Monin, en 2013, justement au moment où il y avait le fameux tournant ontologique et le démarrage des questionnements sur l'anthropocène en sciences humaines et sociales. On s'était rencontrés notamment à l'occasion d'un colloque à Cerisy, qui était un colloque dédié justement aux travaux sur Descola, sur Latour, sur voilà, toute cette anthropologie et cette sociologie qui venait justement révéler toutes les tensions de l'anthropocène, toutes les tensions qu'il y avait face à la situation climatique et écologique. Et à partir de là, on a commencé vraiment à positionner le laboratoire sur ces questions. Et tout ça nous a amené il y a 3 ans à peu près à un petit peu se mettre à l'écart de ce que j'appellerais tout à l'heure, mais ce qu'on appelle nous une écologie connexionniste, c'est-à-dire une écologie qui consiste à dire que si on a un problème aujourd'hui écologique, c'est dû au fait qu'on a perdu un lien avec la nature et qu'il faut raviver les braises du vivant, il faut retisser un lien avec la nature, il faut se reconnecter au monde humain. Et c'est vrai qu'on a fait pas mal de recherches là-dessus, mais que ce soit Alexandre, moi, Lily, Ramilien, Marco, Patrice Kerr, etc., on a tous travaillé sur ces questions, on travaille d'ailleurs encore là-dessus, mais on trouvait qu'il y avait un angle qui manquait, qui était tout simplement de savoir est-ce qu'on s'adresse vraiment à la question de l'anthropocène dans toute son amplitude ou est-ce qu'on superpose une sorte de réflexe qui consiste à dire l'écologie, si c'est un problème aujourd'hui, si y a un problème écologique, c'est parce qu'il y a un problème, nous avons un problème avec le vivant. Et nous, on a un peu tordu la question pour l'amener aujourd'hui à considérer qu'en fait, on a surtout un problème avec la technosphère et pas forcément avec la biosphère, et qu'avant de se reconnecter au vivant, il faut arriver à détricoter, désassembler, se déconnecter de cette technosphère qui est d'ailleurs une entité aujourd'hui travaillée par les géologues. Et donc, ce réflexe-là, cette portion-là, nous a amené à proposer un concept qui est celui de redirection écologique et qui est central dans nos travaux et dans l'ouvrage qu'on présente aujourd'hui. Et ce concept de redirection écologique, il est inspiré des travaux du designer australien et chercheur Tony Fry, et qui parle de redirection, de futuration. Et donc, on s'est inspiré de ces travaux pour montrer qu'effectivement, l'Anthropocène venait un petit peu perturber tous les soubassements qui existent en fait aux sciences humaines et sociales, mais aussi voilà, au monde de la gestion, de l'ingénierie, etc. Et le concept de redirection nous paraissait intéressant pour justement venir un petit peu mettre en crise et frontalement nous démontrer que le concept de développement durable, de responsabilité sociale, de transition, etc., étaient des concepts caducs pour plusieurs raisons, mais on reviendra là-dessus. Et donc, qu'il fallait mieux travailler une autre proposition qui est le concept de redirection écologique. Et donc voilà un petit peu l'histoire qui nous amène. Et donc, aujourd'hui, voilà, on a décidé d'aller un peu plus loin et de proposer à la fois un positionnement théorique, un positionnement critique aussi vis-à-vis de l'écologie politique traditionnelle, on va dire, et aussi de proposer, c'est un impératif qu'on s'est posé assez tôt, nous, de proposer des leviers en fait, d'action qui ne sont pas dans le technosolutionnisme,
mais nous, on parle plutôt d'issue, d'issue au sens issue de sortie, issue de secours, issue et pas forcément résolution au sens du problem solving, parce qu'effectivement, la prise ingénieriale pour nous est relativement dépassée. Et donc du coup, voilà, on essaye à la fois de tenir d'un côté le plus purement possible le diagnostic de l'Anthropocène, sans le traduire tout de suite sous des concepts managériaux, gestionnaires, etc. Et en même temps, de pouvoir aussi tenir comme impératif fondamental le fait qu'il y a des millions de personnes, des milliards sûrement de personnes qui sont aujourd'hui dépendantes de la technosphère, qui sont dépendantes du monde des organisations, du monde des infrastructures techniques, de la supply chain, du monde managérial, etc. Et donc, voilà, on essaye de tenir les deux bouts de la problématique pour proposer une ligne directrice d'adaptation, hein, on peut le dire, d'alignement, d'atterrissage à la hauteur de la situation et à la hauteur aussi de l'héritage que nous laisse le capitalisme aujourd'hui. Donc voilà, pour résumer un petit peu ces questions liées à Origins et où on peut placer le projet de redirection écologique. Et donc avec Alexandre, on a fondé ce projet qui s'appelle Closing Words, une initiative qui vise justement à proposer des cadres actionnables dans les organisations, dans les institutions, etc. Et voilà, aujourd'hui, on a un petit peu synthétisé tous nos apports différents parce que voilà, Alexandre vient de la philosophie du web, Emmanuel vient du monde de la gestion, moi je viens plutôt de l'économie du développement, etc. Et donc, on a essayé, à nous trois, de composer un livre, un bouquin qui sort donc vendredi et qui s'appelle Héritage et fermeture et qui vraiment se fonde sur ces deux concepts, mais qui justement sont travaillés de manière un peu hétérogène par chacun de nous. Et donc, c'est ce qu'on a essayé de, de, de présenter dans ce livre. Voilà pour l'introduction. Je te laisse la parole, Emmanuel, si tu veux te présenter. Oui, je vais me présenter rapidement. Bon, Alexandre nous a rejoints. Donc, bon, moi, j'étais pas donc à l'origine, en effet, d'Origins Media Lab, ni forcément à l'initiative non plus du projet Closing World. Je me suis rattaché un peu à ce collectif de recherche et à ce projet de recherche en particulier en 2017, à partir de 2017. Bon, moi, initialement, je viens de philo. Après, je suis allé travailler à l'usine et j'ai fait une thèse en sciences de gestion. Pourquoi bon, je me pose encore toujours un peu la question, mais ça s'est fait un peu comme ça. J'ai rencontré les sciences de gestion et je revendique en fait une affiliation. C'est-à-dire que c'est vraiment mon domaine d'enseignement et de recherche. Et je pense que c'est important par rapport à nos questionnements, en effet, Diego l'a un petit peu mentionné, par rapport à tous ces présupposés qui sont associés à la manière dont on appréhende le monde. Et moi, j'ai travaillé essentiellement pendant ma thèse sur ce qu'on appelle les situations extrêmes, donc des situations d'indétermination, où le collectif peut être, où comment dire, sa pérennité peut être justement menacée ou une organisation, enfin des perspectives qui sont de ce type-là. Et donc, du coup, en travaillant là-dessus, j'étais un petit peu dans un cadre qui était celui que je critique actuellement, qui est un peu le modèle, on va dire, de l'innovation intensive. C'est-à-dire qu'on a souvent mobilisé les situations extrêmes pour parler d'exploration, d'innovation intensive, la manière dont finalement des collectifs vont pouvoir, pour citer un auteur un peu cité dans ce domaine, forcer le possible. Hein, forcer le possible. L'innovation, on pourrait dire radicale, l'innovation de rupture, passe son temps à chercher à forcer le possible. Et à partir de là, il y avait une sorte de doute un peu qui s'est, comment dire, un petit peu installé dans la manière dont j'appréhendais même mes situations de terrain. C'est-à-dire, je me rendais compte en fait que ce que j'étudiais, ce que j'enquêtais, donc j'ai enquêté sur des personnes qui étaient en situation de confinement dans 20 mètres carrés à 6 pendant 15 jours.
j'ai enquêté sur des collectifs d'agriculteurs qui ne savaient pas trop ce qu'ils avaient à apprendre et à faire dans des pratiques de transition agroécologique, où il n'y avait pas de recettes, etc. Et je me suis dit, mais en fait, ça n'a rien à voir avec des équipes d'innovation. Donc, du coup, il y a un trouble un petit peu qui s'est mis en place. Et en fait, c'est un peu comme si certains clichés s'étaient effondrés à propos de ce que c'est qu'une organisation, de ce que c'est qu'une équipe, etc., ou les finalités qu'on se fixe. Et en fait, j'ai rencontré d'abord Diego, et qui m'a parlé un petit peu de ses projets de recherche, etc. Et j'ai connecté en fait assez rapidement l'enjeu, on va dire, qui était l'anthropocène, que posait l'anthropocène en termes de mutation cosmologique. C'est-à-dire, euh, il y a la manière dont on appréhende le monde, moi ce que je propose d'appeler le monde organisé, c'est-à-dire un monde qui est composé d'organisations qui vont, par exemple, facilement résoudre des problèmes ou faire de l'innovation, etc. Et oui, et donc du coup, oui, pardon, je mets la vidéo. Et donc du coup, ce monde organisé, il est un petit peu constitué de clichés. Et c'est un petit peu ce que j'essaye un petit peu, ce dont j'essaye de parler un petit peu dans le chapitre, pour essayer de confronter un petit peu ce monde organisé, fait d'entités, d'organisation, de résolution de problèmes ou d'innovation intensive, à ce qu'on pourrait appeler la déprojection du monde. C'est-à-dire que non seulement l'anthropocène va provoquer un ensemble de mutations cosmologiques, mais ces mutations, ces différentes manières finalement d'appréhender le monde, de faire l'épreuve du monde, vont en fait reposer sur un effondrement assez important, qui est d'abord celui des clichés, hein, qui sont associés au monde organisé, au capitalisme, évidemment, au capitalisme mondial intégré. Bon, je m'appuie pas mal sur les travaux de Félix Guattari. Donc c'est un peu comme ça que j'ai rencontré un peu les travaux, notamment d'Origence, que j'ai essayé de proposer en fait cette entrée un peu on pourrait presque dire paradoxal en écologie, c'est-à-dire de dire pourquoi on va s'intéresser à des organisations, alors que l'écologie, comme l'a dit Diego, une certaine écologie va s'intéresser plutôt au vivant, au non-humain, à la connexion, à quelque chose qui nous ramène au plus qu'humain, etc. Mais il y a aussi des non-humains et des plus qu'humains et qui sont des ruines et qui sont des infrastructures et qui composent aussi en fait le monde dans lequel nous vivons. Donc du coup, c'est aussi ça qui affecte, on va dire, cette mutation cosmologique qui est associée à l'anthropocène. Voilà, donc pour le dire assez rapidement. Donc je ne sais pas si Alexandre, tu veux prendre la main. Oui, alors la consigne étant laquelle? Parce que je suis désolé, je n'étais pas là les 5 premières minutes. Se présenter et voir un peu comment en fait, on en est venu à écrire un livre ensemble. Ok. Eh bien, merci déjà à toutes et à tous pour votre présence et puis pour l'invitation. Et puis merci Julien pour l'organisation ces derniers jours, ces dernières semaines. Donc oui, moi je suis, Diego l'a indiqué, donc je suis Alexandre Monin, je suis philosophe. J'ai fait ma thèse sur l'architecture et la philosophie du web et j'ai beaucoup travaillé dans le domaine du numérique pendant, on va dire, une bonne dizaine d'années, entre 2007 et 2017, avant de bifurquer, sans abandonner complètement le domaine du numérique, mais en bifurquant vers les enjeux de l'anthropocène, et d'ailleurs en remettant en cause au départ le numérique. Moi, j'ai beaucoup travaillé, je disais, dans le numérique, un petit peu comme le numérique comme vecteur de commun, d'utopie, tel qu'il a pu paraître à une certaine époque, dans la lignée notamment du Web 2.0 dans les années 2005. Donc ça ne nous rajeunit pas, parce que c'était il y a 16 ans à peu près maintenant, et une bonne quinzaine d'années, on va dire ça comme ça, où le monde semblait assez différent, peut-être pas pour tout le monde, mais en tout cas voilà, pour certains, il y avait cette dimension-là assez utopique des outils numériques. Et voilà, il se trouve qu'il y a eu tout un ensemble de remises en cause et j'étais assez tôt familiarisé avec les travaux autour de l'anthropocène, ceux de Bruno Latour que j'avais beaucoup mobilisé déjà pendant ma thèse, et puis j'avais participé à quelques séjours de recherche avec lui où il était déjà question de ces enjeux avant qu'ils ne soient médiatisés. Et en fait, je me suis retrouvé à travailler comme chercheur chez INRIA, donc les grands centres français de recherche en informatique, un peu le CNRS de l'informatique, si vous voulez, mais avec une dépendance vis-à-vis du ministère de l'Industrie que n'a pas le CNRS, donc avec une dimension plus industrielle, plus appliquée, alors même que c'est par ailleurs
comment dirais-je, un institut de recherche très, très fondamental. C'est vraiment l'informatique fondamentale, l'algorithmique, la logique, les maths, et pas du tout l'informatique appliquée, mais qui se veut en même temps travailler dans ce domaine-là. Et en fait, je me suis posé la question dans la foulée de ma thèse, est-ce que j'allais continuer à travailler sur les enjeux sur lesquels je vais travailler présentement, ou alors est-ce que j'allais essayer de me raccrocher à des enjeux plus fondamentaux, non pas simplement le devenir numérique du monde, mais l'entrée dans justement l'anthropocène, les perspectives de l'effondrement. Moi, j'étais recruté en 2014. 2015, l'année suivante, c'est l'année de la COP21. On a beaucoup parlé d'anthropocène en France. On a commencé à parler d'effondrement avec évidemment l'apparition du livre de Pablo Servigne, Raphaël Stevens. Il y avait eu déjà quelques années auparavant, 1 ou 2 ans auparavant, l'événement anthropocène de Fressoz et Bonneuil qui avait été publié aussi, même si le livre de Servigne et Stevens l'a largement détrôné. Il est devenu le livre le plus populaire sur la question assez vite, avec un cadrage assez différent. Et donc, je me suis dit, voilà, est-ce que le monde demain va devenir numérique? Et finalement, il y avait une projection du monde numérique comme étant presque une évidence qui m'a interrogé, et ça m'a amené à me poser la question de la pérennité. À un moment donné, on se posait beaucoup moins qu'aujourd'hui. On s'interroge beaucoup sur les impacts environnementaux du numérique. C'est devenu même un sujet dont les journaux déblatèrent assez aisément. Je me suis posé cette question du devenir du numérique et de comment réencastrer le numérique au sein de l'Anthropocène. Et ça a permis de remettre en cause tout un ensemble de choses. Et ça m'a permis à moi de faire bifurquer aussi mes travaux de recherche, et plus largement que ça. C'est pas que les travaux, c'est la vie elle-même, on va dire, qui bifurque, pour travailler plus directement sur les enjeux justement liés à l'Anthropocène et co-concevoir avec Diego. Donc le projet Closing Worlds, à l'occasion d'un séjour de recherche, je raconte souvent que j'avais organisé à Londres. Londres qui est une ville cyclopéenne énorme avec des dimensions que n'a pas du tout Paris, à la fois en extension et puis même dans l'étalage des richesses, la hauteur des bâtiments. C'est vraiment une dimension tout à fait différente par rapport à Paris. On était à quelques jours du Brexit sur un projet de recherche d'ailleurs financé par un projet informatique que j'avais obtenu, et en se baladant dans cette ville, en quartier de Chelsea, on s'est dit finalement que va devenir cette ville à l'aune du Brexit, et puis plus largement à l'aune finalement de l'Anthropocène. Que vont devenir ces infrastructures, qui sont les infrastructures d'une ville-monde, d'une ville associée précédemment à un empire, donc qui dépend vraiment de la mondialisation pour exister, qui dépend de supply chain, qui dépend de flux économiques extrêmement importants, qui est une ville marketée pour être une ville vraiment internationale, qui draine comme ça beaucoup de matière, d'énergie, de personnes pour pouvoir fonctionner et se maintenir. Et en fait, cette problématique-là, ça nous a un peu dessillé les yeux, ça nous a fait tomber les écailles, et on s'est interrogé plus largement à ce qu'il allait advenir des infrastructures du monde moderne, pour parler dans les termes d'Emmanuel, du monde organisé dans l'Anthropocène, en se rendant compte qu'on ne pouvait pas simplement les critiquer sur un mode habituel, sur un mode théorique, sur un mode verbal, mais qu'il fallait en fait se poser la question de comment on allait en hériter, qu'est-ce qu'on allait en faire, parce que toutes les infrastructures, elles sont autour de nous, elles s'imposent et on en est dépendant. Donc voilà, comment on hérite de ce monde-là? C'est la problématique de l'héritage qui est apparue très vite comme une problématique absolument centrale, qui permettait de poser complètement autrement les enjeux liés à l'action, aux modalités politiques qu'on pouvait imaginer, etc., en allant voir justement des éléments que généralement on ne va pas voir, c'est-à-dire s'intéresser aux entreprises, parce que dans le monde de la critique, les entreprises, on ne veut même pas que ça existe, donc on ne va pas en parler. Voilà, on va en parler, mais en faisant semblant qu'elles n'existent pas ou qu'elles vont disparaître à l'avenir, ce qui n'est sans doute pas une prédiction très juste. Et puis en même temps, ça c'était peut-être aussi mon tropisme dans un institut de recherche fortement tourné vers l'innovation, s'intéresser aux projets qui ne sont pas encore advenus, aux nouvelles technologies qui ne sont pas encore advenues, mais dont on sait d'ores et déjà qu'elles vont gréver l'avenir, puisqu'on ne sait pas si on va avoir la possibilité de les absorber demain. Donc, comment est-ce qu'on arrive à ne pas faire advenir un certain nombre de projets? Donc, comment est-ce qu'on hérite de l'existant, et comment est-ce qu'on arrive à ne pas hériter, si je puis dire, de projets non encore advenus, et plutôt que d'innover à tout va, plutôt de les absorber et d'être dans le possible continuel, comment est-ce qu'on arrive justement à se restreindre, comment est-ce qu'on arrive à ne pas faire advenir un certain nombre de projets, ce que les chercheurs n'arrivent pas à faire, alors que parfois ils n'ont pas du tout la conviction que leurs projets sont utiles, et je pense que beaucoup d'innovateurs également. Donc c'était un petit peu le point de départ de notre réflexion, et puis on a tiré un fil jusqu'à maintenant. Pour le rendre concret, ça avait l'air un petit peu d'une expérimentation, d'une expérience de pensée, voire une expérience artistique au départ. On était d'ailleurs dans ce contexte-là, et puis en fait on s'est servi de ce cadre un peu fictionnel
pour renverser un petit peu la table et puis avancer très concrètement. Et aujourd'hui, on a des enquêtes, ce livre qui paraît, une formation autour de la redirection écologique, et on est arrivé à faire de cet élément un petit peu fictionnel, je ne vais pas dire fictif, mais fictionnel, un élément d'exploration de la réalité, et on est arrivé finalement à poser un cadre qui nous permet aujourd'hui d'agir de manière extrêmement concrète, et je pense que c'est un des aspects peut-être spécifiques de notre action, et on aura l'occasion évidemment, je pense, dans les minutes qui viennent d'en reparler. Voilà un petit peu pour moi, j'espère que je n'ai pas été trop long. Alors, par contre, je crois qu'on ne vous entend pas. Je crois que votre micro n'est pas activé. Et bien voilà, ça arrive. Ouais. Donc, merci. Merci beaucoup tous les trois pour les présentations. Est-ce que vous pouvez situer votre démarche aussi par rapport à des choses qui sont peut-être un peu plus connues de tout le monde, comme le développement durable, etc. Et pourquoi c'est pas la même chose? Je peux peut-être commencer et compléter. En fait, on a plusieurs choses sur la question de pourquoi redirection et pas développement durable, transition. En fait, dans la transition, il y a, et dans le concept de développement durable, il y a plusieurs implicites qui nous posent problème. Et souvent, on dit qu'il y a 4 implicites qui sont un peu problématiques. Déjà, il faut quand même revenir au fait que, avant d'expliquer les 4 implicites, il faut expliquer un petit peu que à la fois le développement durable, la transition ou la responsabilité sociale, ce sont des concepts qu'on connaît bien parce que dans les écoles de management, dans les écoles d'ingénieurs, c'est des concepts quand même assez populaires depuis un petit moment. Et en fait, ce qui moi, m'a surpris assez tôt, et c'est pour ça que dans mon école, on a essayé de placer très vite un changement radical par rapport à ça, c'est qu'en fait, on s'est rendu compte que la plupart des cours qui sont donnés sur les questions écologiques, climatiques, etc., sont faits par des managers, en fait, sont faits par des personnes, des intervenants ou des enseignants-chercheurs qui viennent la plupart du temps des sciences de gestion. Et donc, qu'il y a une opération de traduction qui est systématiquement faite. C'est-à-dire que la question écologique, la question y compris, par exemple, géologique, climatique, etc., elle passe nécessairement par de la traduction dans un langage qui est celui des sciences ingénieriales ou les sciences du management. Et donc, on n'a jamais, en fait, une entrée directe de la Terre, du système Terre, des limites planétaires, de la biosphère, etc., dans le monde des organisations, des institutions, le monde des écoles, des universités, etc. Et donc, déjà, nous c'est quelque chose qui nous pose problème de ce point de vue-là. C'est-à-dire, si on veut vraiment prendre au sérieux la question de l'Anthropocène, il faut déjà enlever ce filtre qui empêche les organisations qui sont au cœur en fait des décisions qui vont à l'encontre des intérêts écologiques, on va dire, d'enlever ce filtre entre ces organisations, ces institutions, les ministères, enfin bref, toutes les organisations, et le monde de la preuve tangible d'un effondrement de la biodiversité, etc. Donc ça, c'est la première précondition. Ouais. Ensuite, il y a des implicites, comme je le disais, qui posent problème. Le premier problème, c'est le premier implicite qui nous pose problème, c'est que la situation écologique, la question climatique, serait en fait un problème à résoudre. Donc, et que la prise du coup que l'on doit avoir là-dessus, c'est une prise bien évidemment, voilà, soit ingénieriale, soit technologique, soit gestionnaire, etc. Donc ça, c'est un implicite qui pose problème parce que quand vous lisez vraiment les problématiques liées à l'Anthropocène ou au changement climatique, peu importe, il y a clairement quelque chose qui démontre que ce que nous sommes en train de vivre, c'est quelque chose de différent d'une simple crise ou d'une simple anormalité.
il faut prendre au sérieux le fait que l'Anthropocène, c'est un changement des trajectoires en fait, climatiques, géologiques, etc. de la Terre. Et donc, les travaux, par exemple, de l'équipe de Camilo Mora, les travaux en océanographie, les travaux sur les glaciers, etc., montrent bien, en fait, quand on s'intéresse à ces questions, que les trajectoires sont plutôt discontinues, cumulatives, autoréférentielles, irréversibles. Mais bon, ça, je pense que dans le groupe ici, tout le monde a compris ce truc-là. Mais justement, en fait, comme le développement durable, la responsabilité, ne cesse de prendre ça sous le prisme de la gestion de crise ou la gestion du risque, il y a un problème en fait de compatibilité vis-à-vis de l'information première sur la situation climatique et écologique. Et donc, cette situation-là, elle ne peut pas se résoudre à grands frais de maintenance, de réparation, de compensation ou de gestion de risque ou de gestion de crise. Dans la redirection écologique, nous, ce qu'on considère, c'est que justement, il ne faut pas penser en termes de solutionnisme, mais plutôt en termes de issue au double sens du terme, c'est-à-dire un sens anglo-saxon de issues, de situations critiques, on va dire, et aussi au sens français du terme, c'est-à-dire des voies de sortie. Des voies de sortie qui consistent justement à penser des trajectoires autrement que par revenir à une situation préalable, revenir à une situation de départ. Il y a un deuxième implicite qui pose problème, simplement que le problème écologique est avant tout un problème de moyens. C'est pour ça que le concept de redirection nous intéresse de manière importante, parce que la redirection, c'est, dans le mot de redirection, il y a la notion de direction, et donc il y a la question des finalités des systèmes économiques, des systèmes politiques, etc. Et donc, bien évidemment, qu'on ne peut pas résoudre la question climatique écologique uniquement par une transformation qu'elle soit radicale ou pas, de nos moyens. Ça ne suffira pas en tout cas. Là, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que ça a été quand même fait par beaucoup de gens, mais ça renvoie à toute la question sur effectivement tous les implicites de la transition énergétique, sur le fait que les sources d'énergie vont finir par se substituer, sur le fait que les économies d'énergie vont être plus importantes que la hausse de la demande d'énergie, que les externalités positives peuvent compenser les externalités négatives, que la transition énergétique va se faire à un moment donné, dans tous les cas, c'est juste une question de temps. Tous ces implicites, en fait, ils ont été quand même, et ça, là, on s'appuie quand même sur des recherches qui ont déjà été faites par nos collègues, le fait que de manière empirique, en fait, tous ces implicites sont erronés. Et, bon, je ne vais pas revenir là-dessus sur les questions d'effet rebond et tout ça. Il y a plein de choses qui ont été déjà discutées là-dessus. Donc, dans la redirection, il y a tout simplement le fait de prendre acte que ce n'est pas une question uniquement de moyens, mais que justement, il va falloir penser d'autres finalités stratégiques, organisationnelles, institutionnelles, et qui doivent justement, elles, être adossées au diagnostic de l'Anthropocène. Et là, c'est en fait une clarification, parce que dans tous les paradigmes qu'on appelle, nous, des paradigmes conciliateurs, c'est-à-dire des paradigmes qui implicitement considèrent que nécessairement il y a une voie médiane possible entre développement d'un côté, croissance, etc., l'idéologie développementiste, et de l'autre côté, la préservation de l'environnement, de l'écologie. Donc, il y a une conciliation qui est nécessairement obligatoire, c'est-à-dire que la conciliation, elle est comme un impératif catégorique qui s'impose à tout le monde, et que ça, ce n'est pas touchable. Nous, on considère que dans la redirection, la conciliation ne peut se faire qu'après une période justement d'alignement, d'atterrissage, d'adaptation vis-à-vis des limites planétaires, et qu'à partir de là, et non seulement déjà cette conciliation, à partir de là, on va pouvoir faire une conciliation potentielle avec les systèmes économiques et sociaux, mais que cette conciliation, en plus, ne sera pas forcément parfaite, quoi. Il y aura pas ce n'est pas automatique.
Voilà. Ensuite, il y a aussi un implicite qui considère que les problèmes écologiques peuvent être pilotés. Donc là, c'est tous les paradigmes qui consistent à dire qu'on peut en fait inventer des systèmes qui soient techniques ou économiques ou juridiques qui permettent en fait aux sociétés humaines de pouvoir résoudre des problèmes écologiques et en tout cas, par exemple, de mettre en place des mécanismes d'incitation, de substitution, de compensation. Et tous ces paradigmes-là, aujourd'hui, pour nous, sont caducs parce que non seulement ils sont erronés d'un point de vue conceptuel, mais en plus de ça, ils sont problématiques d'un point de vue empirique et ça s'oppose à plein de recherches. Je n'ai pas le temps d'expliciter ça, mais on le fait dans le bouquin, sur les questions justement de recherche en écologie, en agroforesterie, etc., qui démontrent bien qu'il n'y a pas que le monde n'est pas pilotable dans un continuum qui puisse permettre à des juristes, des économistes ou des ingénieurs de pouvoir voilà, compenser les paramètres de manière claire et parfaite. Et enfin, le quatrième implicite qui est très important pour nous, et on reviendra là-dessus, c'est que la transition écologique peut se faire sans arbitrage ou sans renoncement. Et donc là, effectivement, on porte un regard critique vis-à-vis de toute cette idéologie de l'optimisation. Et effectivement, il va falloir faire des arbitrages. Il faut inventer même pratiquement une nouvelle science de l'arbitrage ou un art de l'arbitrage. Et c'est là où vont se placer toutes les questions de comment on va mettre en place des processus qui soient suffisamment démocratiques, qui soient suffisamment réencastrés dans des institutions peut-être nouvelles politiques, pour permettre de bâtir des choix, des arbitrages avec en lien, on va dire, avec la question de l'anthropocène. Donc un petit peu voilà pour aller vite sur la différence entre les concepts. Merci beaucoup. Si Emmanuel ou Alexandre, vous voulez compléter les propos de Diego, peut-être aussi mentionner quelques-uns des chantiers que vous avez en cours pour pouvoir qu'on puisse mieux saisir concrètement comment ça se traduit dans l'action. Je peux juste rajouter, enfin, les éléments où Diego a été extrêmement précis là sur les différents axes. C'est juste pour revenir un peu sur cette notion de cliché dont j'ai un petit peu parlé. Un cliché, c'est pas forcément simplement une caricature ou un stéréotype. C'est quelque chose de beaucoup plus enraciné dans la manière dont on appréhende le monde. Et on pourrait dire tous les éléments que l'on essaye en fait entre guillemets de déprojeter dans la redirection écologique, ce sont des clichés justement. Et le développement durable et la RSE sont structurés essentiellement par des clichés en fait. Donc un cliché, qu'est-ce que c'est? C'est une image sensorimotrice. Enfin, moi, je m'appuie sur un philosophe qui s'appelle Gilles Deleuze, qui me permet de reconnaître quelque chose, d'agir, de réagir, de m'orienter, de me projeter, de me projeter un possible, un avenir, etc. Alors, le problème, c'est que, et voire même de forcer le possible, comme je le disais, par rapport à l'innovation de rupture ou l'innovation tout court. Donc, du coup, développement durable et RSE n'échappe pas trop finalement à ce registre-là du capitalisme en particulier, qu'est le cliché. Et donc du coup, l'exercice empirique, donc on travaille sur les deux niveaux, un niveau qui est conceptuel et un niveau qui est empirique, c'est de pouvoir essayer de se demander, mais dans quelle situation justement on est forcé un petit peu, non pas à forcer le possible, mais à déprojeter le monde des clichés soutenus par des clichés, etc. Et l'exemple que je donne parfois, mais à la fois comme étant une situation empirique, mais qui peut, à mon sens, se généraliser sur d'autres secteurs et d'autres organisations, c'est le fameux exemple des stations de ski, parce qu'on en a beaucoup parlé avec la question de la saison, de l'année blanche même pour les stations, à cause de la pandémie, des conditions sanitaires, parce que c'est la question du réchauffement climatique et l'impact du réchauffement climatique sur le modèle économique des stations de ski est bien connu. Alors, ce qui est intéressant, c'est de voir justement que c'est une des projections qui est, comment dire, forcée, c'est-à-dire que je n'ai pas le choix. En tant qu'organisation, par exemple, si je suis une station de moyenne altitude, je suis confronté à l'absence de neige. Je ne peux plus projeter de possible. Je ne peux plus, à moins de faire un Dubaï, à moins de faire une station de ski indoor ou de faire quelque chose de complètement hors sol,
je ne peux pas ne pas être confronté finalement à cette réalité-là, qui est la disparition de la neige. Donc du coup, il y a bien des situations empiriques sur lesquelles on enquête, dans lesquelles finalement les acteurs sont confrontés finalement à cette déprojection, à cet épuisement du possible, et au fait que les clichés ne sont plus opératoires, ne peuvent plus fonctionner. Et du coup, enfin, il faudrait peut-être aussi se demander dans quelle mesure ces situations ne peuvent pas être des sources, à mon avis, de nous instruire et instruire nos enquêtes pour aller étudier des organisations qui, évidemment, ne perçoivent pas finalement cet épuisement du possible. Et à mon sens, enfin, ce qu'on essaie de dire, je pense aussi dans l'ouvrage, c'est que la RSE et le développement durable sont un petit peu à l'écart, se maintiennent à l'écart finalement de cet épuisement du possible. Donc, du coup, elle projette en permanence quelque chose, on va piloter, ne vous inquiétez pas, hein, c'est aussi la fonction d'un cliché, c'est de dire ne vous inquiétez pas, il y a aucun souci. On va trouver une instrumentation de gestion, un outil de gestion, un modèle économique. On va pouvoir trouver quelque chose qui va nous permettre finalement d'y arriver quand même, hein, de forcer quelque chose. Donc voilà, je trouve que dans ce sens, l'exemple de la station, il n'est pas simplement une situation empirique qui se passe ici ou là, c'est le cas, mais c'est pas ici ou ça, uniquement ici et là. C'est aussi ce qui peut se passer ailleurs, dans d'autres secteurs économiques, et je dirais dans la plupart, pour ne pas dire dans tous. Voilà, c'était ce que je voulais ajouter. Peut-être pour enchaîner à mon tour et réagir sur la redirection et puis les chantiers qu'on mène, il n'y a pas que… On a parlé du développement durable, peut-être de la RSE par rapport ce ne sont pas les seuls, il faudra parler de la résilience aussi, je vais en dire un tout petit mot, mais par rapport à la responsabilité sociale des entreprises, par exemple, on voit bien que quand les organisations et les entreprises posent les choses en termes de RSE, on essaie d'éviter les externalités négatives des entreprises. Et donc, on essaie de regarder quelles sont les conséquences malheureuses de leur activité. Sauf qu'en fait, les conséquences malheureuses de leur activité, elles sont intrinsèquement liées au cœur de leur activité et donc à la stratégie des organisations. Poser les choses en termes de RSE, ça permet de cadrer les conséquences comme si c'était des éléments extérieurs aux organisations, quasiment extrinsèques, dont on pouvait espérer finalement limiter les dommages, un petit peu comme la gouvernance sur le climat va avoir des organismes comme le GIEC ou autres qui vont alerter sur les conséquences du réchauffement climatique, mais à côté de ça, va avoir des organismes comme la Banque mondiale ou le FMI qui vont au contraire piloter les choses pour avoir le maximum de croissance possible. Et comme les organismes sur le climat ne touchent pas à la stratégie de la gouvernance mondiale économique, eh bien, évidemment, il n'y a pas de percolation entre les décisions qui sont prises au niveau stratégique et les décisions qui sont prises pour gérer, entre guillemets, les conséquences. Et le cadrage, il est bien posé comme ça. Et donc, les actions qui sont posées par les organismes internationaux, c'est justement des actions principalement techniques pour amoindrir les dommages qui sont causés par le système économique. Sachant qu'évidemment, s'en prendre directement au système-là, on engendrerait d'autres dommages. Donc, ce n'est pas du tout simple. Mais le cadrage fait que les conséquences néfastes sont rejetées à l'extérieur. C'est pareil avec la RSE pour les entreprises et c'est pour ça qu'on a beaucoup de cadrages, d'actions qui vont vers justement un verdissement ou un greenwashing parce qu'on s'intéresse à minimiser ces conséquences négatives et donc typiquement au niveau de la gouvernance mondiale comme au niveau des organisations, on va solliciter des mesures techniques pour le faire, des innovations techniques pour optimiser, rendre plus efficients les process. Évidemment, ça ne permet pas d'aller au cœur des choses et de poser la question du cœur des organisations. Si une organisation elle fabrique du chocolat et qu'elle déforeste en Afrique pour faire son chocolat, bah, ce n'est pas juste malheureux qu'elle déforeste et il faut s'occuper de la déforestation comme un problème autonome. Le problème, c'est de faire du chocolat. Et faire du chocolat, ça déforestera toujours. Donc voilà, c'est ça un petit peu, il y a une différence de cadrage entre soit regarder les choses comme des éléments externes, des conséquences malheureuses, soit les réintégrer, les réinternaliser, alors pas au sens des économistes, au cœur du marché, mais au cœur des organisations, et aller regarder la stratégie justement des organisations, mais aussi la stratégie d'autres acteurs, hein. Ça peut être des pays, ça peut être autre chose. Nous, on agit plutôt au niveau des organisations, des collectivités publiques et des territoires, parce qu'évidemment, à des échelles plus élevées, ce n'est pas forcément évident d'avoir immédiatement des leviers d'action, mais le cadrage n'est pas si différent que ça finalement. Donc, il y a un enjeu à déporter la réflexion et l'action des conséquences malheureuses et de ce cadrage technique vers justement les questions stratégiques qui sont généralement ignorées parce qu'elles sont un petit peu naturalisées, c'est-à-dire qu'on considère que bah oui, il y a de la concurrence entre les pays, entre les entreprises, il y a des contraintes qui font que de toute façon, ce n'est pas possible d'agir.
Nous, au lieu de prendre la réflexion à ce niveau-là, qui en général est un no-go dans la discussion, c'est-à-dire on arrête la discussion, on stoppe la discussion parce qu'une fois qu'on a dit il y a de la concurrence, les entreprises doivent faire du profit, il y a ceci, il y a cela, on arrête de discuter. Et bien, nous, on prend les chantiers à ce niveau-là et c'est là qu'on commence finalement à les traiter en se disant bah oui, il y a des actionnaires, c'est problématique, bah oui, il y a de la concurrence, c'est problématique, il y a ça, il y a ça, il y a ça. On est dans le monde réel, on est dans le monde des adultes, très bien. Qu'est-ce qu'on fait à partir de là? Et qu'est-ce qu'on fait techniquement à partir de là, juridiquement, en termes de gestion, en termes économiques, etc., etc., etc. Et c'est pour ça qu'il faut faire des enquêtes pour reprendre justement ces éléments-là, au-delà des clichés que vient de mentionner Emmanuel, pour véritablement aborder les questions en allant au cœur des choses. Je donnerai un petit listing de quelques actions qu'on fait, notamment au sein de la formation qu'on a créée, donc un Master of Science qui s'appelle Stratégie de Zen pour l'Anthropocène. On a des commandes qui sont passées par des organisations et des institutions très concrètes pour aborder ces questions-là. Juste un tout petit point avant, très rapide, pour situer aussi ce qu'on fait, pas uniquement par rapport au développement durable, la croissance verte, n'en parlons pas, ou à la RSE, ce que je viens de faire, mais également peut-être par rapport à la résilience, qui est de plus en plus critiquée aujourd'hui. Alors, je n'ai pas lu le livre qui a été publié en français contre la résilience par Thierry Ribaud, je crois, qui est sorti il y a quelques semaines ou quelques mois maintenant. Mais il y a beaucoup de publications dans la sphère anglo-saxonne, dans la recherche notamment anglo-saxonne aux États-Unis, en Angleterre, sur cette question de la résilience qui vient de plus en plus chez nous et qui est un cadre extrêmement discutable, alors qui arrive chez nous, donc on n'a pas forcément autant d'expérience et c'est encore un cadre qui a l'air sympathique. Dans beaucoup de discussions dans le monde anglo-saxon, il est très largement assimilé à un mode de gouvernance qui est une sorte d'émanation, on va dire, du néolibéralisme et qui consiste finalement à laisser faire pour finalement qu'en absorbant les chocs, eh bien, les populations, par exemple, qui vont absorber une crise, que ce soit à Fukushima, par exemple, c'est le thème d'ailleurs du livre de Thierry Ribaud, ça a été étudié par différents auteurs. Il y a une nouvelle doctrine en gestion de crise autour de la résilience. Je vois aussi un livre de Nathalie et Soria Boudia, Vivre dans un monde toxique, je crois que c'est le titre aux éditions Kouaï, qui montre bien que la résilience est devenue une nouvelle doctrine en matière de gestion de crise, où il s'agit de laisser les populations se débrouiller face à la crise et innover finalement, faire une forme d'innovation sociale pour arriver à survivre dans des paysages, dans des lieux abîmés et à trouver quand même des issues, des échappatoires. Ce qui n'est pas d'ailleurs sans évoquer certaines publications, je pense travaux par exemple assez célébrés et à juste titre, mais qui sont en même temps ambigus, d'Anna Tsing dans Champignons de la fin du monde, vivre dans les ruines du capitalisme. Il y a un peu cette idée, on laisse les gens vivre dans les ruines du capitalisme et puis ils arrivent à se débrouiller, ils arrivent finalement à continuer à innover et finalement c'est comme ça qu'on arrive à survivre. Ce n'est pas en pilotant la sortie de la crise, ce n'est pas avec la sphère publique qui intervient, c'est au contraire en laissant les gens se débrouiller face à ces crises-là, ils arrivent justement à conquérir de nouveaux possibles et on retombe un petit peu dans ce qu'a évoqué Emmanuel tout à l'heure. Il y a d'autres éléments associés à la résilience sur la manière dont on mobilise la nature dans une perspective d'atténuation avec les anciennes infrastructures extractivistes qui pompaient finalement et puis aujourd'hui on s'appuie sur la nature, sa productivité pour atténuer les résultats mais pas du tout pour remettre en cause justement la stratégie des organisations, la stratégie croissanciste ou extractiviste et donc on mobilise la nature deux fois pour pouvoir soutenir nos activités et pour pouvoir mitiger les conséquences de nos activités, ce qui est une sorte de double épuisement de la nature au nom, là encore, de la résilience, ce qui est quelque chose d'assez problématique et dans lequel des perspectives parfois assez sympathiques de biomimétisme, de symbiotisme, etc., ça, peuvent tout à fait rentrer là-dedans et s'inscrire dans cette gouvernance. Donc, il faut aussi s'en méfier. Et d'ailleurs, beaucoup d'organismes de recherche aujourd'hui qui parlent de résilience le font parce que le terme circule de plus en plus et il est accepté sans forcément qu'on l'investi d'un sens très, très clairement défini. Et donc, certains ne croient pas du tout à cette doctrine-là de la résilience, mais stratégiquement font passer d'autres projets sous le terme de résilience. C'est pour ça que c'est un concept, une notion, je ne vais pas forcément développer ça ici, mais vis-à-vis de laquelle on est aussi, je dirais, enfin je pense, en critique et donc en essayant de proposer autre chose, un autre cadre, une autre approche. Alors, pour prendre quelques-uns peut-être des chantiers sur lesquels on travaille depuis maintenant, je pourrais, si vous voulez, je vois dans le chat, je ne comprends pas la réflexion sur la résilience, si vous voulez, je pourrais répondre à des questions éventuelles là-dessus. Je m'appuie vraiment sur le concept de résilience, c'est-à-dire je ne dis pas que toutes les personnes qui mentionnent ou sollicitent la notion de résilience, comme je viens de l'indiquer, ont forcément ça en vue, mais que c'est un concept qui n'est pas du tout nouveau dans la sphère anglo-saxonne. Ça correspond à
à quelque chose d'assez, une doctrine, on va dire, assez définie, expérimentée d'ailleurs en plusieurs endroits, et qui elle-même a été analysée et assez problématique. Et donc, nous, on a moins de recul dans la sphère française pour y réfléchir, et c'est intéressant aussi de regarder ces expériences antérieures et de pouvoir se positionner par rapport à elles. En tout cas, nous, je pense qu'on se positionne comme une alternative à la résilience, mais si vous le souhaitez, on pourra en parler. Je mentionnais qu'on prenait en charge des chantiers que justement d'autres ne prennent pas forcément en charge. Diego a parlé de renoncement, Emmanuel a parlé de casser les clichés, j'ai parlé aussi de s'occuper des enjeux, on va dire, stratégiques au cœur des organisations et pas simplement les enjeux de RSE, les enjeux qui sont annexes à l'extérieur des organisations ou assimilés simplement à la gestion des conséquences d'une activité qui, elle, ne peut pas être interrogée. Sinon, par exemple, l'entreprise elle est là pour faire du profit et à côté, on va essayer de mitiger les conséquences de son activité. Au contraire, nous, on essaye d'aller voir le cœur de l'entreprise, de son activité pour voir si ça a une pérennité ou non. En général, la réponse est plutôt non dans l'anthropocène. Dans ce cas, que faire? Comment hériter justement de cette activité, des emplois, des infrastructures, de tous ces éléments-là? Et donc, peut-être pour citer quelques-uns des chantiers, les énumérer rapidement, et puis au besoin, on pourra développer sur certains d'entre eux. Alors, je ne pense pas que ce soit le terme, je ne veux pas répondre, mais je ne pense pas que ce soit le terme justement qui soit dévoyé. Je pense que le terme, il est investi d'expérimentation, de doctrine, et ce n'est pas juste un terme. Derrière, il y a un contenu, il y a des politiques qui ont été mises en place et qui font qu'on n'est pas que dans une affaire sémantique. Alors, je sais que ça peut sembler choquant de critiquer la résilience, mais derrière, en fait, voilà, ce qui est mis en cause, ce n'est pas de la sémantique, c'est les politiques qui sont mises en place, les doctrines de gestion de crise qui sont mises en place et les conséquences qu'elles induisent. Sinon, évidemment, une discussion sur les termes ne serait pas forcément très intéressante. Donc, pour revenir, oui, sur les chantiers sur lesquels nous travaillons, je peux en mentionner quelques-uns, en tout cas au sein de notre formation, donc des commandes qui nous ont été passées parce que le cadre justement qu'on propose a semblé propice à permettre de travailler sur ces chantiers, là où justement le cadre habituel ne le permet pas. Donc, je dirais que c'est ça qui est intéressant. À mon avis, c'est ça la plus-value aussi de l'approche que l'on développe, c'est d'offrir la possibilité quasiment institutionnelle de faire des choses qu'on ne peut pas faire ailleurs et autrement. Avec l'idée évidemment d'étendre ce cadre de plus en plus pour qu'il devienne mainstream demain, soyons fous. On travaille par exemple avec le collectif de 105 mairies qui a été en lutte contre la construction du terminal 4 de l'aéroport de Paris-Roissy, qui a plus ou moins obtenu que ce terminal 4 ne se fasse pas. Ça reste évidemment à voir, hein. Les projets peuvent toujours réémerger sous une forme ou sous une autre, et qui nous sollicitent pour aider à définir un projet pour l'avenir des départements attenants. Ce ne sont pas du tout des départements privilégiés, en prenant en compte des enjeux environnementaux, des enjeux sociaux, et en associant les populations justement à un projet comme celui-ci. C'est ce collectif de 105 mairies, ça représente à peu près 4 millions d'habitants, et évidemment les départements, ça représente encore plus. Donc, ce n'est pas un petit projet. On travaille avec la ville de Grenoble, et Diego pourra le dire mieux que moi, parce qu'il est au centre de ce chantier, autour de ce qu'on appelle, nous, les protocoles de renoncement liés avec des infrastructures de la mairie, dont la pérennité se pose à moyen et long terme. Donc, je laisserai Diego peut-être en parler. Mais donc, de Grenoble, une ville de 160 000 habitants, avec laquelle on teste, on fait des enquêtes autour de cette question du renoncement qui pose évidemment des enjeux de justice environnementale, de justice sociale. On travaille avec une entreprise dans le domaine du bâtiment et de l'immobilier sur la question de l'arrêt de la construction neuve en Île-de-France, parce qu'elle considère que demain, si on veut en fait rationnellement regarder la situation des cadres, plutôt des secteurs d'émissions de CO2 en France, le bâtiment en fait partie et c'est un secteur très important. La construction neuve en fait partie aussi. Et donc, si on veut suivre les accords de Paris, il va falloir arrêter de construire. Et donc, comment est-ce qu'on arrive très concrètement à basculer vers une économie de la maintenance et de la réhabilitation avec toutes les conséquences que ça implique, changement de perspective pour une profession comme les architectes, changement de perspective sur le foncier, est-ce qu'il faut le voir comme un capital ou comme un patrimoine, et dans ce cas, peut-être envisager autre chose que la propriété privée. Si demain on ne construit plus, maintenir le régime de la propriété privée va être assez compliqué. Donc, il y a tout un ensemble de conséquences en cascade très techniques à partir du moment où justement on va regarder ce chantier. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on se rend compte qu'on n'est pas simplement les seuls à réfléchir à cette question, mais qu'en fait, il y a tout un ensemble d'organismes qui commencent à se dire que oui, il va falloir aller vers cet arrêt de la construction et qui commencent à y réfléchir et à enquêter là-dessus. C'est intéressant aussi, lorsqu'on essaie d'aller assez loin sur des problématiques comme ça, on se rend compte assez vite
on n'est pas seul parce qu'évidemment, ce n'est pas un hasard si on enquête sur ces problématiques. En fait, c'est des mesures qui vont de toute façon, à un moment donné ou à un autre, sans doute devoir s'imposer. L'enjeu étant qu'on l'anticipe et on ait justement une stratégie pour bifurquer. On travaille avec l'Eurométropole de Strasbourg à la création d'un GIEC local et d'une alliance locale pour le climat. On travaille sur la question de démobilité, notamment avec la Fable des mobilités au sein de l'ADEME, qui est un écosystème au sein de l'ADEME. Donc évidemment, hein, pareil, je parlais des secteurs fortement émetteurs de carbone, le bâtiment fait partie. La mobilité, évidemment, est un de ces secteurs. Et donc, basculer vers la démobilité, ça fait évidemment sens. On travaille avec une entreprise qui coche toutes les bonnes cases, Pitcher, de la responsabilité sociale des entreprises. Mais quand on veut aller plus loin, on se rend compte que c'est le cœur, donc ici, l'habillement, la mode, de l'activité qui peut être problématique, et notamment le fait de devoir reposer sur des supply chains. Et donc, comment est-ce qu'on arrive à faire atterrir la supply chain là où c'est un élément justement central et stratégique de l'organisation, et pas juste un élément de la RSE qu'on peut facilement greener, si je puis dire, verdir. Donc, c'est une vraie question aussi. Surtout un acteur comme ça, est-ce que tout seul, il peut changer la supply chain? Quelle stratégie doit mettre en place pour le faire? On travaille sur des questions aussi de sobriété numérique, comment rendre sobre les dispositifs numériques. On travaille à faire atterrir des produits qui utilisent des dérivés des hydrocarbures pour sortir justement de ces dérivés et fonctionner autrement. Revoir le modèle économique d'une entreprise, revoir aussi la filière, arriver à poser du mieux-disant écologique à toute une filière dans le domaine. Même quand on coche toutes les bonnes cases, eh bien, on se rend compte que ça ne suffit pas, et donc il va falloir aussi changer les usages liés à ce produit, parce que voilà, même si on coche toutes les bonnes cases, on n'est pas encore sous les fourches codines des accords que, par ailleurs, la France a signés. On travaille avec la Chambre régionale d'économie sociale et solidaire de la région Nouvelle-Aquitaine à la rédaction d'un guide, justement pour positionner la redirection écologique, regarder les actions qu'on fait, regarder les actions qui sont faites à l'échelle de la région et pousser des recommandations et des propositions dans un guide peut-être régional et derrière éventuellement national. Et là se poserait la question justement du rapport à la résilience que j'ai évoqué tout à l'heure, et encore une fois je répondrai à toutes les questions là-dessus si vous le souhaitez. On réfléchit, on travaille avec un gestionnaire de parking qui s'interroge sur son avenir, parce qu'évidemment la pandémie a fortement disrupté entre guillemets son modèle économique, et donc il se pose la question de sa disparition éventuelle immédiatement ou demain. Évidemment, plus il y aura de démobilité, plus ce sera difficile de maintenir un modèle économique de ce type d'acteurs. Et qu'est-ce qu'on fait derrière des infrastructures qui sont des infrastructures énormes, que sont les parkings, notamment les parkings souterrains, comment on les maintient, qu'est-ce qu'on en fait demain, etc. Comment on les réinvestit éventuellement, peut-être très différemment d'ailleurs. On réfléchit également au travail sur la question de l'adéquation entre les modèles de travail dans les entreprises et les enjeux de la redirection écologique. Comment les organisations peuvent opérer une redirection écologique en prenant en compte la dimension justement du travail. Donc ça pose la question de la souffrance au travail, ça pose la question du syndicalisme, de l'éco-syndicalisme, etc., etc. Donc la problématique du travail, c'est aussi une problématique évidemment centrale par rapport à la question de l'anthropocène. C'est de là aussi que beaucoup de gens tirent leur subsistance. Donc si on touche à ça, évidemment, quel modèle on propose derrière? On a une commande aussi sur la question des humains, non-humains, sur la cohabitation notamment entre hommes et requins à la Réunion. Et puis, on travaille aussi, on a un chantier sur les low-tech avec l'association Oséon autour du fait de trouver un modèle économique pour faire émerger un modèle économique pour les low-tech, ce dont elles manquent malheureusement largement maintenant, et puis de clarifier aussi cette notion de low-tech qui n'est pas forcément très, très claire dans ce qu'on va regarder dans le détail. Donc, il y a tout un travail aussi à faire de ce point de vue-là. Voilà un petit peu quelques-uns des chantiers qu'on mène avec nos étudiants, sachant qu'il y en a d'autres aussi en parallèle sur lesquels on travaille éventuellement à titre plus personnel. Mais là, c'est dans un cadre, on va dire, institutionnel. Donc, c'est des gens qui ont vraiment fait la position de travailler avec nous de manière assez ouverte, etc. Donc, voilà, ça percole derrière avec des actions très, très concrètes. Merci beaucoup. Merci à toi, merci à vous trois. Est-ce que, je pense que maintenant, on arrive au point où on peut ouvrir le flot des questions. Je crois que Bertrand en a collecté quelques-unes. Quel est le résultat de ta moisson, Bertrand? Tu es là. Je peux commencer. On avait des questions sur, pas mal de questions sur, j'ai vu passer sur la rénovation du logement existant si on ne construit pas du neuf, et sur est-ce que finalement, au final, c'est pas pire de rénover avec des matériaux dont on n'est pas trop sûr de l'impact écologique plutôt que de construire du neuf. Est-ce que vous avez des éléments concrets là-dessus?
Alors, je ne vais pas rentrer dans toute l'étude qui est faite, si je suis ça un petit peu, mais ce n'est pas moi qui directement. Après, il y a un enjeu quand même sur la question de la construction. Au-delà du CO2, c'est aussi l'artificialisation des terres. Le CO2, c'est bien et c'est un indicateur intéressant, mais si on veut se nourrir et éviter de continuer à artificialiser les terres et les meilleures terres demain, l'arrêt de la construction est aussi quelque chose d'important. Donc, c'est tout un ensemble de critères qu'il faut évidemment prendre en considération. Et de ce point de vue-là, il y a quand même de plus en plus de travaux justement sur le zéro artificialisation, etc., etc. Et il semble quand même que la question des sols demain soit une question prioritaire. Donc, non, ça reste quand même une perspective intéressante. Ok. Et je rebondis sur le concept de résilience. J'avais une question qui me demandait, qui disait un problème que je vois avec la résilience, c'est que le capitalisme lui-même est un système résilient. Et est-ce que, au final, c'est pas, est-ce que c'est la résilience même qui pose problème ou est-ce que c'est le cadre dans lequel la résilience est utilisée? C'est-à-dire que est-ce que la résilience hors cadre, ça existe? C'est-à-dire qu'est-ce que ce serait que la résilience hors cadre? Moi, quand je vois les théories qui ont été posées, les modes de gouvernance qui mobilisent la résilience, ils ont toujours été dans un cadre, je ne sais pas si il faut dire capitaliste ou néolibéral. Donc, de ce point de vue-là, ça me semble difficile d'imaginer une sorte d'essence de la résilience hors de ce cadre, là où en fait elle a toujours été nourrie par ce cadre, pensée par ce cadre, déployée dans ce cadre. Du coup, je ne vois pas bien à quoi ça pourrait faire référence. Je peux juste ajouter quelque chose par rapport à la notion de résilience. Alors, moi, je ne suis pas du tout expert. Vous m'entendez? Parce que j'ai changé de micro. C'est bon? Ok. Très bien. La résilience, je vous ai dit, j'avais un petit peu travaillé il y a quelques années sur les situations extrêmes. Vraiment un concept clé des situations extrêmes, c'est le concept de résilience. La résilience comme étant finalement comment, face à un phénomène de destruction totale finalement, d'effondrement, on va quand même réussir à reconstruire quelque chose, à maintenir une action collective, reconstruire du sens, etc. Je vais dans les grandes lignes. Et ce qui est intéressant, comme présupposé gestionnaire, c'est que la gestion parie toujours sur le maintien de quelque chose. C'est-à-dire que ce qui compte le plus, c'est de maintenir une chose. Donc, c'est l'inverse du renoncement. C'est-à-dire que, et je pense que cette question, je ne suis pas étonné que ce soit un concept encore très, comment dire, mobilisé en gestion par rapport à ce qui nous arrive, parce que de toute façon, il va falloir maintenir. Donc, du coup, la question, c'est maintenir quoi, justement, ça a été un petit peu abordé en début de la discussion, etc. Merci. J'avais juste, encore une fois, sur le concept de résilience. Il y a ce livre qui s'appelle Antifragile, que vous connaissez sans doute, de Nassim Nicolas Taleb, qui dit en fait la résilience, c'est bien parce que ça permet de revenir là où on était plus ou moins avant le choc. Mais il parle de système antifragile où une succession de petits chocs leur permet petit à petit de s'améliorer, non seulement de revenir, de ne pas se dégrader. Ça a été une influence dans votre travail, ce livre? Non? Pas à ma connaissance. Mais je ne sais pas pour mes collègues, mais je sais que c'est encore une approche justement qui a été notamment étudiée dans les systèmes d'information, hein, cette approche antifragile, pour justement faire en sorte que ça claque pas, que ça ne claque pas dans les doigts, justement. Donc du coup, mais voilà, c'est des présupposés qui sont un petit peu différents, je pense, des nôtres. Un présupposé qui est différent par rapport à ce que mentionnait Emmanuel et à ce que tu as mentionné à l'instant, c'est cette idée d'amélioration, justement. Et Emmanuel peut-être peut en dire deux mots sur la question de l'amélioration du monde. Nous, on sollicite en particulier le design dans le cadre pédagogique qui est le nôtre, parce que c'est un cadre pluridisciplinaire qui est intéressant pour nous. Il y a un présupposé du design qui est d'améliorer l'habitabilité du monde. Absolument. C'est un présupposé qui est commun à la gestion et au design, hein, qui sont des sciences, d'ailleurs, au sens de Simon, des sciences de l'artificiel, hein, dont le but, justement, n'est pas vraiment de se confronter aux faits naturels, aux limites, finalement, qui s'imposent à nous, mais de dire, on va falloir qu'on passe du côté du devoir-être, hein, et pas simplement de l'existant, et pour pouvoir se projeter et essayer d'améliorer les situations pour faire que les réalités soient souhaitables, désirables, donc améliorables, etc. Et ça, en effet, pour nous, c'est, je crois, assez problématique. On a eu l'occasion aussi d'en parler dans certaines recherches qui portent sur cette notion de design.
Et en effet, de ce point de vue-là, il y a toute une autre approche peut-être aussi du design et de la gestion à essayer de développer. Ouais. Alors, un petit challenge pour vous trois. Est-ce que vous pourriez me donner une définition en une phrase de d'estauration? Alors, la restauration, c'est un concept qui renverse un autre concept qui est le concept d'instauration chez un philosophe qui s'appelle Étienne Souriau, qui est une alternative ou un concept alternatif à la notion de création. L'idée de création, c'est un peu la création ex nihilo, donc c'est toujours problématique. L'instauration, cette idée que quand on produit quelque chose, quand on crée quelque chose, y compris quelque chose de nouveau, ou qu'on intensifie l'existence de quelque chose, voilà, je sais pas, un projet qui va être industrialisé ou une idée qui va devenir concrète ensuite, ben, on est dans un processus d'instauration. C'est pas blanc ou noir, mais c'est graduel, quoi. Les choses viennent progressivement à l'existence et puis à la fin, elles sont concrètes. Et puis à la fin, il faut les maintenir, il faut les faire persister dans leur être, il faut les réparer, etc. C'est ça, finalement, l'instauration. L'idée de restauration, c'est l'idée inverse, que pour fermer des choses, et comme ça je peux parler de la fermeture, eh bien, il faut en hériter aussi dans leur état actuel. Il ne s'agit pas simplement de les casser, les briser, les détruire, parce qu'il y a des propositions là-dessus de sabotage, de destruction, etc., etc. Mais ça ne produit finalement, c'est un de nos présupposés qu'on peut discuter, mais en tout cas c'est un de nos présupposés au départ, ça ne produit que du déchet supplémentaire, et des déchets, il y en a assez, je pense, aujourd'hui. Et donc l'enjeu, c'est plutôt de savoir comment techniquement on arrive graduellement à faire atterrir les choses, à diminuer leur intensité pour finalement peut-être faire passer de ruines ruineuses, ce que j'appelle des ruines ruineuses, c'est-à-dire des ruines qui détruisent tout autour d'elles, à des ruines finalement qui sont de belles ruines, des ruines qui ne font pas de mal et qui sont des ruines désaffectées. Donc la fermeture, c'est un petit peu ça, c'est comment est-ce qu'on arrive à désaffecter des réalités problématiques pour les réaffecter éventuellement à autre chose. Donc, dans tous les cas, il faut en hériter. Donc, produire simplement du déchet, voilà, ça ne m'a pas allé. Pardon, il n'y a plus d'une phrase. Mais... en une phrase, le commun négatif, c'est quoi? Un commun négatif, c'est un commun adapté plutôt à l'anthropocène, c'est-à-dire ce n'est pas une réalité verdoyante, sémillante, dont tout le monde doit s'occuper, c'est une réalité problématique et l'enjeu, ce n'est pas tout le monde veut se l'accaparer, c'est que personne veut s'en occuper ou que les personnes qui doivent s'en occuper n'ont pas les moyens de le faire. Donc, comment est-ce qu'on arrive à politiser ces réalités-là, que ce soit des réalités toxiques évidentes, des sols pollués, des rivières sans poissons, etc., ou que ce soit des réalités moins évidentes, le numérique, des modèles économiques, des modèles managériaux qui expliquent qu'on soit aujourd'hui dans la situation où on en est et qu'il faut désaffecter, fermer, faire atterrir pour en faire autre chose. Et, merci. Un protocole de renoncement, ça marche comment? Il y a un arbre de choix à suivre, il y a une méthodologie, c'est quelque chose qu'on peut appliquer dans son coin, il y a quelque part où commencer? En fait, je vais d'abord peut-être répondre à la On t'entend pas très bien, Diego. question. Il y a une question sur le développementisme. Je vais enlever la caméra. Est-ce que tu m'entends là? Là, c'est beaucoup mieux. C'est mieux là? Ouais, beaucoup mieux. Ok. Non, je disais, je vais peut-être commencer par répondre à la question sur le développementisme qui était posée juste avant, et parce que c'est en fait lié à cette question de renoncement. Donc, l'idée du développementisme, qui est une idée qu'on a empruntée à l'écologie décoloniale, ou en tout cas à la pensée décoloniale, notamment américaniste. Donc, on retrouve des gens qui ont étudié le développement économique sous l'angle de l'anthropologie et non pas sous l'angle de l'économie, et qui ont un petit peu décortiqué le fait que le développement économique, et qui va en fait encastrer en son sein plusieurs autres sous-concepts, le concept d'innovation, le concept de croissance, etc. Cette idéologie développementiste est une idéologie qui opère sur deux plans. Un plan, bien évidemment, cosmologique, qui agit sur les imaginaires, etc., et qui considère que nécessairement, naturellement, tous les peuples de la Terre ont comme élément fondamental de leur système projectif, politique, etc.,
celui de se développer, et de l'autre côté, aussi des prises politiques, techniques, pour agir, pour avoir une méthode de développement. Et donc, cette idéologie-là, elle est fondamentalement problématique parce qu'elle est derrière une anthropologie du projet qui est très spécifique et que nous, on essaye de pluraliser en disant le monde n'est pas juste fait de peuples de l'innovation, de collectifs qui ne se voient que par l'innovation, la croissance, ou y compris le projet, la notion de projet, ou d'innovation sociale, peu importe, et que peut-être que si on réinventait une autre anthropologie, cette fois-ci une anthropologie de la manière dont les collectifs sur Terre produisent du futur, une anthropologie de la production de futur, on s'apercevrait, et c'est quelque chose qui a déjà été un petit peu initié par quelques anthropologues, y compris Claude Lévi-Strauss, pour démontrer qu'en fait, l'innovation, le projet, le développement, etc., ne sont pas des invariants des peuples humains, et qu'en fait, il y a plein de collectifs sur Terre qui vivent avec des cosmologies qui sont non expansionnistes, qui sont non développementistes, qui ne vivent pas par le projet absolu, etc. Et donc, le versant contraire, du coup, enfin, le versant aujourd'hui dont on a besoin, l'opération cosmologique dont on a besoin aujourd'hui, c'est une opération qui a été très peu investie par l'ingénierie, par la gestion, et y compris, je pense, par l'écologie politique, qui est l'opération cosmologique de la fermeture. Et dans cette opération cosmologique de la fermeture, il y a le versant justement de l'imaginaire, c'est-à-dire commencer à clairement poser la question que la fermeture n'est pas simplement quelque chose d'absolument inimaginable pour nos sociétés, mais aussi de comment concrètement organiser cette fermeture. Et donc là, concrètement, il y a la fermeture typiquement néolibérale, qui est une fermeture pour des raisons obscures, souvent de compétitivité, etc. Celle-là, elle est bien évidemment écartée. La fermeture, un peu qu'on a vu dans des petites expériences après les municipales, où des maires écolos ont commencé à dire oh là là, le Tour de France, c'est dégueulasse, il y a des goodies en plastique, il faut renoncer au Tour de France. Et le renoncement, et la fermeture ou le renoncement, par exemple, au sapin de Noël, etc. Et quand on a commencé à regarder, à enquêter sur comment notamment les classes populaires réagissaient frontalement face à cette écologie du renoncement par le haut, bien évidemment, on se rendait compte qu'il y avait des attachements et des réseaux de dépendance très importants à ces entités-là. Et ça, ce n'était pas une surprise, parce que nous, justement, un des impératifs que l'on a, c'est de penser une écologie à partir de ces situations qui font que des infrastructures complètement incompatibles avec les limites planétaires engagent dans leur quotidien plein de personnes. Et donc, il faut penser l'écologie depuis les hypermarchés, depuis les supermarchés. Il faut penser l'écologie depuis le diesel, depuis les infrastructures techniques. Donc, depuis, en fait, non pas la nature et le loup et les forêts, etc., ce qui est très bien. On a même, nous, participé à ça. Mais plutôt de penser la question depuis les lieux les plus conflictuels, les plus difficiles, en fait, à défaire. Et ça, c'est vraiment l'enjeu. Comment tu fermes un supermarché? Comment tu renonces à une piscine municipale? Comment tu renonces à plein d'entités, ce qu'on appelle, nous, des entités zombies, des technologies zombies, c'est-à-dire à la fois caduques sur le plan écologique, sur le plan de la disponibilité des matières premières, et en même temps vivantes, parce que non seulement on leur injecte de la vie artificielle à coût de millions d'euros, comme avec Air France, etc., mais aussi on leur injecte de la vie par le simple fait qu'on crée des modes de subsistance et des modes de dépendance qui nous attachent en fait à des zombies. Et le drame écologique, il est là aujourd'hui.
c'est qu'on a des milliers de peuples qui sont attachés à des entités caduques. Ce n'est pas une question de connexion au loup, à l'ours ou à la forêt et à toutes les entités non humaines que l'on a. Ça, c'est une question, à mon avis, secondaire, mais très importante aussi, il n'y a pas de souci avec ça. Mais on a besoin de savoir comment techniquement on fait en sorte pour sortir de ces dépendances. Et donc, quand on met en place un protocole de renoncement, c'est de prendre soin de cet art de la fermeture. Et donc, c'est de partir du principe qu'il faut d'abord vraiment révéler tous les réseaux de dépendance, tous les réseaux d'attachement de collectifs humains notamment, à une entité qui est problématique. Et donc, c'est la première des choses que l'on fait. Une fois qu'on a révélé ça, on comprend que, par exemple, sur les piscines individuelles dans un territoire soumis à des stress hydriques énormes, bah, vous avez des milliers de personnes qui dépendent de ces piscines individuelles. Et donc, il va falloir bien répondre à cette question-là. C'est là que se loge la question écologique. Ce n'est pas à créer des récits sur les montagnes, etc. C'est vraiment qu'est-ce qu'on fait des 9000 familles qui dépendent de l'hypermarché à la Croix-Néra, à Clermont-Ferrand. C'est ça la vraie question écologique. Et donc, à partir de là, il faut dénouer tous ces attachements, tous ces réseaux de dépendance, et donc de penser toutes les possibilités techniques, politiques, publiques pour accompagner ces peuples-là. Donc, ce n'est plus un défi technique, c'est un défi vraiment politique, stratégique, c'est un défi d'accompagnement. Merci. Tu me faisais penser à quelque chose. Dans les médias dominants, le mouvement des Gilets jaunes, il a été présenté surtout comme une réaction au renoncement à la voiture ou à la taxe sur le carburant. Est-ce que dans vos recherches, vous êtes rentré, ce sont des mouvements auxquels vous vous êtes intéressé? Est-ce qu'il y a une intersection avec ce que vous faites? Oui, bien sûr, parce que c'est exactement ça. C'est-à-dire que en fait, le mouvement des Gilets jaunes a démontré tout ce qu'on dit jusqu'à maintenant. C'est-à-dire qu'on ne s'est pas fermé, on ne sait pas renoncer à certaines choses, on utilise des mécanismes qui sont complètement erronés, c'est-à-dire des politiques désincitatives qui ne marchent pas. Ça n'a d'ailleurs jamais marché. En écologie, les incitations, le paradigme des incitations, qui est un paradigme fondamental en économie écologique, appliqué aux questions écologiques, c'est clairement le problème. Et ensuite, bien évidemment, avant de faire quoi que ce soit, il faut comprendre ces réseaux de dépendance, ces réseaux d'attachement. Latour, il parle d'autodescription, mais voilà, ce sont ces vies quotidiennes qui sont attachées à des zombies. Et donc, c'est clairement le problème. Il faut penser l'écologie depuis ces situations-là. Est-ce que, Emmanuel, je pense que tu voulais prendre la parole ou, Oui, non, je voulais juste apporter un complément. C'est qu'en effet, toutes ces interdépendances, ces dépendances, on pourrait dire socio-matérielles, à des infrastructures, les infrastructures du capitalisme, vont nécessiter, alors comme l'a dit Diego, ou même Alexandre par rapport au commun négatif, de prendre en compte des entités inhabituelles en écologie, clairement. Et je redémarre ma vidéo. Et donc, du coup, je pensais aussi à toute l'instrumentation de gestion. Ça m'est arrivé d'échanger dans certains collectifs, on va dire, divers et variés, et de parler justement d'instrumentation de gestion, d'outils de gestion, de modèles économiques. Et les gens me regardaient bizarrement en me disant, mais de quoi ils parlent en fait? Pourquoi ils parlent de modèle économique alors que nous, on parle d'écologie en fait? Mais du coup, si on n'arrive pas à connecter en fait ce truc-là, c'est pas qu'on veut dire il va falloir qu'on crée des business models pour faire de l'hypercroissance. Je ne crois pas qu'on soit vraiment dans cette logique-là. Mais il faut quand même, comme dit Diego, mettre les mains dans le cambouis. Diego parle souvent, dit souvent cette expression. Et dans le cambouis, moi, je dirais, il y a aussi toute l'instrumentation de gestion. Il n'y a pas que les infrastructures, la remontée mécanique pour les stations de ski, dans les stations sans neige. Il y a aussi toute la dépendance au modèle économique, par exemple, du tourisme de masse. Et sortir de la dépendance au modèle économique du tout tourisme, ça ne se fait pas comme ça. Donc, ça suppose qu'on s'intéresse vraiment
à cette instrumentation de gestion, qu'on travaille avec les acteurs là-dessus. Et du coup, voilà, c'est aussi toute la gestion finalement qu'il s'agit de reconsidérer. Merci. J'avais une autre question, c'est quelque part, le cas le plus extrême, c'est vraiment d'aller sur une entreprise du CAC 40 où vraiment on rentre en conflit direct avec l'objectif qui est de générer de la valeur pour l'actionnaire. Et ma question c'était, est-ce que vous arrivez à exprimer ce que vous voulez exprimer, le protocole de renoncement, etc., dans le langage de l'entreprise, qui est au final le seul que les cadres de l'entreprise peuvent comprendre. Donc, quand on est vraiment cadre dirigeant, on est dans un bocal. Et mon expérience de cadre supérieur, de cadre dirigeant, c'est qu'en général, ce sont des gens qui sont choisis parce que ce sont des gens d'action, ce sont des gens qui savent prendre des décisions, ce sont rarement des penseurs ou des gens qui ont beaucoup de temps pour lire des livres, qui en général s'informent à travers des médias, les médias dominants. Donc, comment leur parler un langage qui leur parle sans les brusquer? Si je peux juste réagir, Alexandre, juste après, je te laisse juste la parole. C'est que, en fait, je pense qu'on ne désespère pas, en effet, de s'adresser à des… et on est déjà en train de discuter avec des entreprises du CAC 40. Donc, c'est difficile. Alors, ce qui peut être en effet difficile, c'est de se dire que ce n'est pas simplement une question de langage, parce que finalement, on se comprend très bien. Et je trouve que ça, c'est assez intéressant, les interactions qu'on peut avoir. Bon, je ne vais pas dire les entreprises en question, mais une en particulier qui est confrontée finalement à ce qu'on pourrait appeler un épuisement du possible. C'est-à-dire qu'en clair, dans son secteur d'activité et par rapport à son domaine d'activité stratégique, ce qu'elle sera en 2050 ne sera pas exactement ce qu'elle est actuellement. Ils le savent très bien. Et ils connaissent très bien les limites planétaires. Ils savent lire des diagnostics climatiques, scientifiques, etc. Je dirais tout le travail qui reste à faire, c'est ce qu'on va essayer, nous, de proposer. En fait, il y a plus de compréhension mutuelle, je dirais, en particulier au niveau de la direction et enfin, des personnes avec lesquelles on a interagi. Mais je ne veux pas en dire plus, je laisse Alexandre. Je crois qu'il y avait une question dans le chat de Philippe qui disait je comprends comment le renoncement peut fonctionner à l'échelle de la société en général, mais comment ça marche à l'échelle de l'entreprise? Comment peut-on créer de l'acceptation autour de la fermeture de l'usine ou d'un secteur d'activité sans que ça produise du conflit? Je crois que c'est le cœur de… Ouais. Vas-y, Diego, si tu veux. Non, mais c'est juste pour répondre à Philippe là-dessus, c'est que, par exemple, il y a un directeur d'usine que j'ai rencontré et qui, lui, s'oppose à la robotisation de la chaîne productive et de la chaîne de production. Et donc, lui, ce qui l'intéresse dans nos interventions, c'est de venir en aide pour designer des coalitions. C'est-à-dire faire échouer le projet initial qui consiste à robotiser la chaîne de production, qui est une décision qui vient de la gouvernance, de là-haut, avec des imaginaires, voilà, la robotisation nécessairement c'est bien. Et lui, ce qu'il a essayé de monter, c'est une coalition pour défendre le fait que ce projet était complètement bête financièrement, que techniquement, il allait générer encore plus de coûts et que ça allait en plus créer des conflits sociaux parce que justement, c'était quelque chose qui mettait en danger les salariés. Et donc lui, typiquement, pour faire bifurquer le projet initial, pour ne pas faire qu'il advienne, pour renoncer à ce projet, il avait besoin d'avoir une coalition de chercheurs, de techniciens, d'ingénieurs et d'inventer un protocole justement pour permettre à une intervention qui permette au projet initial d'échouer. Donc ça, c'est typiquement une demande et une manière de fermer et de renoncer à certaines choses. Donc voilà, c'était juste pour préciser par exemple cet exemple. Je te laisse la main. Oui, non, et puis peut-être je pourrais te la repasser aussi parce qu'il y a des… Diego a aussi participé à des enquêtes, recueil de verbatim où on voit que les patrons, les cadres, etc., tels qu'ils ont été présentés, pas du tout pour dire qu'ils sont super gentils, etc. Ça, c'est pas l'enjeu, mais on est quand même 5 ans, 6 ans après la publication du livre de Servin et Stevens sur l'effondrisme, qui a quand même beaucoup parlé à une population aussi un petit peu d'ingénieurs, de cadres qui ont soit fait défection, soit sont posés des questions, notamment parce que ce sont des gens qui sont formés justement aux questions quand même scientifiques
à minima, donc c'est difficile pour eux d'être climato-sceptiques. On a plein d'exemples de patrons qui sont patrons le jour et puis intervenants ou auditeurs du Café Collapso la nuit, comme on le dit souvent, ou de cadres qui sont dans cette situation. C'est pas du tout rare. Donc l'enjeu, c'est pas du tout de se dire mais ces gens-là sont pas formés à comprendre. Finalement, si, en tant qu'ingénieur, il y en a qui sont sortis des écoles de commerce, mais en tant que beaucoup sortent quand même, les top managers ne sortent pas d'école de commerce. Les top managers, ils sortent d'écoles d'ingénieurs et des meilleurs. Bon, ça, c'est la France. Hein. On forme des managers dans des écoles d'ingénieurs, mais ça, c'est une autre question. Donc, ils ont quand même cette alerte environnementale, cette alerte climatique qui est forte et qui est importante. Je dirais que tous ces gens-là ont été quand même travaillés au cours des dernières années par les enjeux de l'effondrement. Ils sont sensibilisés par les alertes du GIEC et d'un grand nombre justement d'organismes comme ça qui ne sont pas des organismes militants, qui sont des organismes qui se présentent comme des organismes scientifiques, GIEC, IBES et compagnie. Donc l'alerte, elle ne vient plus des militants écolos, elle vient quand même de la science elle-même. Donc là encore, c'est difficile de biaiser, de ne pas l'entendre. Donc là aussi, ce qu'on appelle nous des patrons effondrés qui ont ce concernement au regard de l'environnement. Et surtout, il faut inverser la charge. C'est-à-dire que c'est pas... les gens n'ont pas cette alerte, ils ne veulent pas entendre ça, ils ne sont pas capables d'entendre, idéologiquement, ils ne sont pas formés à l'entendre. C'est que demain, il va y avoir des murs physiques ou législatifs, comme je dis souvent, et il va bien falloir faire face à ces murs-là, et ça, dans tous les domaines d'activité. On a parlé des stations de ski, on peut parler de la mode, qui a un impact énorme sur l'environnement. En fait, quand on regarde dans tous les domaines, on voit qu'il y a des gros problèmes. On peut parler des voitures. Est-ce qu'elles vont encore vraiment circuler dans X années? Ce n'est pas du tout certain. Et au contraire, notre expérience à nous, des boards et des discussions qu'on peut avoir, c'est quand on a le bon cadre pour parler aux gens, eh bien, en fait, à ce moment-là, les gens sont très réceptifs et savent bien que les activités sur lesquelles ils travaillent ne sont pas du tout pérennes. Donc après, oui, il y a la question des actionnaires, comme j'ai dit tout à l'heure, la question du profit, la question du machin. Et ça, c'est des questions, justement, si on commence à y travailler plutôt que d'en faire des points d'arrêt dans la discussion, évidemment, les possibilités sont beaucoup plus nombreuses derrière d'intervention. Donc voilà, et je dirais que la première action qu'on peut envisager dans ce cadre-là, c'est justement une action assez différente. C'est déjà que l'organisation soit capable de mener une réflexion stratégique en interne avant même d'agir. Parce que si elle agit fonction d'axiomes qui sont ceux du business as usual, elle va finalement uniquement faire du greenwashing. Déjà être en capacité de voir et de penser ce qui va lui arriver, c'est déjà une première étape extrêmement intéressante. Donc, il y aura déjà du progrès si on arrivait là, dans bien des cas. Donc, déjà, il faut aussi casser les clichés par rapport à ça et mettre les mains dans le cambouis. C'est justement pas se dire, il y a toute une population de gens qui sont sûrement pas intéressants parce qu'idéologiquement, ça va pas. Si on enlève cette population dont tu es en train de parler de l'effondrisme, on ampute l'effondrisme quand même d'une partie non négligeable de sa population. Donc, on ne peut pas jouer sur les deux tableaux. Merci. J'avais une question qui nous demandait, qui veut d'abord vous remercier pour la réflexion de la démarche très pertinente, et qui demandait si au final on ne pourrait pas revisiter la bonne vieille analyse stratégique à l'aune des limites planétaires. Encore une fois, je pense que ça revient sur ce sujet d'utiliser un cadre connu des dirigeants pour... Alors moi, j'avais une question justement à la question. J'aurais dû la poser tout à l'heure. Ça dépend de ce qu'on entend par analyse stratégique. Si c'est en gros ce qu'on enseigne classiquement en gestion, je dirais oui et non. Oui, parce que comme on le disait tout à l'heure, il va falloir revisiter en fait l'intégralité de l'instrumentation de gestion et surtout pas la laisser de côté parce que c'est celle qui est utilisée, qui est opératoire aujourd'hui. Donc du coup, ça, elle est effective d'une certaine manière, souvent pour le pire, mais bon, voilà. Donc donc il y a vraiment cette question-là. Et je dirais l'analyse stratégique, il faudrait peut-être aussi la revisiter. Alors tout dépend, hein, je rappelle que voilà, tout dépend de ce qu'on entend par analyse stratégique. Peut-être en regard d'autres questionnements. Alors parfois j'utilise, sans suivre d'ailleurs les conclusions de son auteur, la formule de vide stratégique qu'on doit à Philippe Baumard, mais je ne poursuis pas forcément ses conclusions. Mais sur le vide stratégique, c'est intéressant parce que c'est vraiment une critique de l'approche managériale de la stratégie. Et quand on ouvre en fait un bouquin de stratégie, mais le plus simple, en fait, on s'aperçoit que c'est que des outils de gestion qui renvoient exactement à ce que disait Diego lorsqu'il évoquait en fait la redirection écologique et les points qu'on ne veut surtout pas faire.
hein, c'est-à-dire des éléments de pilotage, de gestion de crise, de questions d'allocation de ressources. Mais disons que ce qui est important, c'est que ce sont des éléments qui sont mis en place ou de création d'opportunités, même entrepreneuriales, etc. Et aussi parce que la stratégie est toujours pensée sous l'angle du maintien de l'organisation. Hein. C'est très rare que des personnes se soient spécialisées en stratégie pour penser, par exemple, la finitude ou la mise à mort d'une organisation. C'est quelque chose qui est… Enfin, moi, je n'ai pas de travaux à ma connaissance. Et donc, du coup, la question, c'est comment on va combattre un peu ce vide stratégique qui est à peu près, j'ai envie de dire, le business as usual de beaucoup d'organisations aujourd'hui. Il y avait une question dans le chat, quelqu'un a mentionné le nom de Elon Musk. Quelque part, c'est caricatural comme personnage et c'est utile comme épouvantail, comme repoussoir, c'est la borne supérieure de ce qu'il ne faut pas faire. C'est pas Elon Musk. Je peux répondre à ça parce que c'est en lien avec les questions précédentes, mais effectivement, ça joue comme référence. Alors, Elon Musk, comme Trump, clarifie au moins les débats. Ce n'est pas le « et en même temps » macroniste du développement durable ou de la RSE. Voilà, il y a des positionnements clairs qui sont absolument ceux qu'il ne faut pas suivre, mais en tout cas, c'est une clarification des positionnements. Et dans ce besoin de l'écologie politique de pouvoir vraiment asseoir une carte de qui sont les ennemis, qui sont convergents, etc., c'est hyper important. Et je pense que ça aussi, c'est un implicite qu'on n'a pas évoqué, mais le fait de penser la question écologique nécessairement et toujours comme une question purement coopérative, c'est-à-dire on est tous dans le même bateau, on dit souvent ça, sur l'écologie, on est face au climat, on est tous dans le même monde, dans le même bateau, etc. En fait, c'est des implicites qui sont complètement faux d'un point de vue purement anthropologique, etc. Et donc, il faut assumer un certain degré de conflictualité dans les intérêts et de revenir en fait à une vraie politisation de la question écologique. Et ça, justement, c'est quelque chose qui est très important parce que, par exemple, si on revient à cette question des patrons effondrés, qu'on a évoqué tout à l'heure, nos patrons effondrés sur lesquels on fait des enquêtes, nous, on a eu un patron, un grand groupe laitier qui est un patron effondré dans l'intimité et qui, lui, était prêt, ça c'était assez intéressant, à imaginer, intéressant et en même temps très troublant, mais normal d'ailleurs, de penser le démantèlement de cette énorme entreprise laitière en forme de coopérative locale, c'est-à-dire où on utilisait le lait localement pour le remonter dans des usines locales et le vendre localement. Donc, démanteler toute l'usine là-dessus, mais malgré tout, garder un capitalisme financier au-dessus. Donc, pour lui, en fait, il fallait s'adapter à l'anthropocène, mais cette adaptation, il fallait la cantonner à l'organisation de la production, à la cantonner y compris à des choses de gouvernance locale, territoriale, mais garder un capitalisme financiarisé, etc., au-dessus de tout ça. Et ça, c'est un problème justement très important parce qu'il faut bien évidemment pas épuiser toutes ces questions ultra politiques et qui sont vraiment essentielles à répondre. Merci beaucoup. Je vois que l'heure tourne. On a beaucoup parlé de fermeture. Je pense qu'on se rapproche tout lentement du moment où on va devoir fermer cette belle soirée. Donc, je repasse la parole à Nadège. Et un grand merci de ma part à tout le monde, surtout à vous trois. Mais merci à toi, Julien, franchement, pour l'animation. Merci aux trois personnes absolument fascinantes que pour certains je découvre, d'autres que je suis. Et vraiment, je crois que c'est un sujet qui est au cœur, qui devrait en tout cas être au cœur des débats et même entre nous. Hein. On a besoin de penser tout ça pour savoir comment fermer les choses, comment renoncer concrètement. C'est-à-dire, bien sûr, il faut y penser, mais il faut aussi se mettre en mouvement. Justement, donc merci pour cette réflexion extrêmement nourrissante. Je me permets de rappeler la sortie de votre livre parce que vraiment, je pense qu'on a beaucoup à apprendre de cette lecture. Donc, Héritage et fermeture aux éditions Divergence,
une sortie, voilà, merci, merci Alexandre, une sortie vendredi, me semble-t-il. Je vous invite bien sûr toutes et tous à vous le procurer et à diffuser parce que les belles pensées ont besoin d'être entendues et lues. Et j'aimerais vraiment, si Julien Lecaille, tu veux bien faire le mot de la fin parce que tu es à l'origine de cette rencontre, tu œuvres depuis très longtemps à Adaptation Radicale et j'aimerais, si tu veux bien, que tu clôt cette rencontre et je vous remercie à tous. Merci, c'est gentil Nadège pour cette invitation à faire la clôture. Alors, on a bien vu qu'il y avait des points de convergence et des points d'interrogation sur le renoncement et sur la question de la résilience. Donc, si on regarde strictement du point de vue du programme d'adaptation radicale, on a progressé grâce à cette belle rencontre et avec toute la curiosité qui nous a animés pour rencontrer ces trois auteurs. Moi, j'ai eu une vie. Alors, on parlera de la réconciliation après. Ouais. J'ai eu une vie d'élu où j'étais extrêmement embêté parce que les seuls trucs sur lesquels je pouvais un peu m'appuyer, c'était le développement durable. Et comme je ne croyais plus au développement durable, bah, j'étais bien en peine d'articuler la moindre chose dans un langage qui puisse être compris et qui puisse être actionné effectivement par un vote de quelque chose, puisque la plupart des choses que je pouvais défendre dans l'ensemble politique où j'étais ne pouvaient pas se traduire en vote de toute façon. Et donc, je suis très, très heureux qu'il y ait des choses comme ces travaux de l'Anthropocène qui puissent donner lieu à des cadres actionnables. C'est vraiment, vraiment de choses dont on a besoin pour retrouver un petit peu de capacité de décision, un peu de capacité d'autonomie, selon moi. Alors, Carmen me faisait remarquer qu'on n'avait pas pensé la question de la réconciliation. Et pour le coup, je ne sais pas trop s'il y a ces questions de la réconciliation qui est au cœur ou c'est plutôt sur une conflictualisation qui est nécessaire de travailler avant même de pouvoir penser la réconciliation. Enfin, après tout, avoir des capacités de réconciliation, au final, c'est quand même peut-être un filet de secours pour pouvoir oser aller un peu plus dans le conflit. Donc, c'est des choses qui peuvent se penser aussi dans une petite dialectique de dire assumer le conflit, la politisation, c'est pas forcément vouloir la mort de l'adversaire, mais c'est aussi redéfinir des positions et envisager des réconciliations futures, en tout cas. Voilà, donc on continue ces réflexions, ces explorations. L'adaptation radicale, c'est un cadre beaucoup moins structuré que la redirection écologique, mais c'est un cadre d'exploration. Et donc, nos explorations vont continuer. Tout avec celles qui veulent ou celles qui ne veulent pas forcément trop s'engager pourront lire aussi le compte-rendu quand un jour on aura un site web, car oui, un jour on aura un site web. Il est en phase de maturation, voilà, il avance au rythme où il peut avancer un jour il apparaîtra. Sur ce, il est 21h33, on essaie de tenir nos horaires et je vais laisser le mot à Nadège qui est co-hôte ce soir avec Julien. Super, merci. Fermeture. Ouais, voilà, c'est ça. Voilà, c'est la dernière tour de clôture. Vous pouvez rallumer tous vos caméras, ceux qui ont envie d'être filmés. On se fait un coucou parce que on est à l'habitude des visios pour ceux qui nous connaissent. On vous embrasse fort. Adaptation radicale, c'est l'accueil de tout le monde. Donc vous êtes toutes et tous les bienvenus. Vos idées ne sont pas forcément les nôtres, mais sont les bienvenues aussi. On apprend à s'écouter et à, pourquoi pas, progresser ensemble. Très belle fin de soirée à vous toutes et tous et à bientôt sur le Mattermost, Adaptation radicale et surtout le livre Héritage et fermeture. Bye bye. Merci. Bonsoir. Au revoir.